Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal. Nous sommes le jeudi 28 janvier et voici les titres. La police municipale de la Tranche-sur-Mer, bientôt armée de tasers. Le préfet de Vendée a répondu favorablement à la demande du maire. Les agents recevront prochainement une arme à impulsion électrique. 2 communes en Vendée en ont fait la demande, la Tranche-sur-Mer donc et les Herbiers. À partir du 1er février, le taux du plan épargne logement change. Une décision prise par le gouvernement qui souhaite rendre au PEL sa fonction d'origine, l'acquisition ou la rénovation immobilière. Car aujourd'hui, son taux d'emprunt n'est plus compétitif, mais mauvaise nouvelle en revanche pour les épargnants, le PEL ne rapportera plus que 1,5% contre 2 aujourd'hui. Le détail et les explications dans le journal. Et puis nous écouterons quelques notes de musique, l'orchestre d'harmonie de Challans qui se produit ce week-end dans le cadre de la folle journée nous a ouvert les portes des répétitions à quelques jours du concert. Les communes sont de plus en plus nombreuses à vouloir équiper leurs agents de police de taser. Eh bien, cette arme à impulsion électrique avait été autorisée pour la première fois en 2008 au sein de la police municipale avant d'être retirée pour être finalement remise en circulation en 2010. En Vendée, jusqu'à présent, aucune commune n'en était équipée, mais cela va changer puisqu'en novembre dernier, le préfet a autorisé le maire de la Tranche-sur-Mer et des Herbiers à équiper leurs agents d'un taser pour une durée d'1 an à titre d'expérimentation. Alors pourquoi ces villes en ont-elles fait la demande? Élément de réponse avec Samuel Grassi. Ce sont pour le moment les seules armes qu'ils peuvent utiliser, une bombe lacrymogène et une matraque télescopique. Mais bientôt, ces policiers municipaux auront à leur disposition un autre moyen de se défendre, le taser. Avant de l'avoir en main, ils vont devoir apprendre quand et comment l'utiliser. On espère ne pas avoir à l'utiliser. Maintenant, si on est face à une situation qui nécessite ce type d'usage, on sera amené à le faire. Maintenant, comme tout policier, si on peut intervenir de façon très calme et que la personne obtempère, c'est l'idéal pour nous. C'est le maire de La Tranche qui a fait cette demande d'armes supplémentaires. Argument avancé, l'importance de la population l'été. La commune passe de 3 000 à 120 000 habitants. Nous retrouvons la problématique que les communes de 120 000 habitants peuvent avoir dans la région parisienne. Donc il faut être vigilant. Malheureusement, cette année, comme vous pouvez le savoir, en dehors de la police municipale, on n'aura pas de CRS et on n'aura pas de gendarmes en renfort en dehors de la période du 20 juillet au 22 août. Initialement, la Tranche-sur-Mer souhaitait des armes à feu pour les policiers municipaux. Le préfet de Vendée s'y oppose, malgré le contexte d'état d'urgence. J'ai considéré que c'était un niveau de riposte qui ne correspondait pas aujourd'hui à l'analyse que nous pouvons faire sereinement, lucidement, de l'état de la délinquance et des risques, des menaces auxquelles nous devons faire face en Vendée. Encore une fois, la Vendée est un département où la délinquance permanente et les risques plus particuliers, notamment de terrorisme, sont aujourd'hui à un niveau qui ne justifie pas cette capacité de riposte éventuelle. Comme la Tranche-sur-Mer, les Herbiers a également eu l'autorisation d'équiper sa police municipale de taser. Ce seront les 2 premières communes de Vendée. Pour le moment, aucune autre n'en a fait la demande. On vous en parlait dans notre précédente édition. Le nombre de chômeurs augmente en France pour le mois de décembre, plus 0,4%. Dans le détail maintenant, en Pays de la Loire, la tendance est plutôt inverse. Le chômage baisse pour le mois de décembre, moins 0,2%, soit 436 chômeurs en moins. Sur les 5 départements de notre région, cependant, 2 sont en hausse. La Vendée, quant à elle, enregistre la baisse la plus significative avec la Mayenne, moins 1,1%. Et enfin, sur 1 an en France comme en Pays de la Loire, le chômage a augmenté par rapport à 2014, plus 1,4% en Pays de la Loire, une progression régionale inférieure à la moyenne nationale qui est de plus 2,6% en 2015. À partir de lundi, le taux du plan épargne-logement baisse. Une mesure prise par le gouvernement pour rendre le PEL plus compétitif en termes d'emprunt et lui rendre ainsi sa première fonction qui est celle de se constituer un apport en vue d'un achat immobilier. En revanche, pour les épargnants, cela est moins avantageux puisqu'il perd un demi-point. Il passera donc de 2% à 1,5%, une baisse qui ne concerne pas ceux ayant souscrit un PEL avant le 1er
1er février. Les explications d'Apolline Laurent. Comme je vous l'expliquais, Monsieur Pécaud, le principe c'est que vous allez verser donc 225 € au départ. À 40 ans, Stéphane Pécaud n'a pas de projet immobilier, mais il souhaite faire fructifier son argent. Alors ce matin, avec son banquier, il étudie la possibilité d'ouvrir un PEL, un plan d'épargne logement, qui est le placement le plus rémunérateur aujourd'hui. C'est pour avoir une petite réserve d'argent au cas où d'un besoin et puis donc du même coup pour que ça fructifie un petit peu aussi, que ça, voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai souscrit ce plan d'épargne logement. Même si initialement le PEL était destiné à favoriser l'acquisition ou la rénovation immobilière, son taux d'intérêt séduit les épargnants les plus modestes. D'autant que ce placement a de multiples avantages. Le plan épargne logement, c'est le seul placement qui va allier les 3 points suivants: la sécurité du placement, la garantie du rendement et puis la non-imposition dans la feuille d'impôt des intérêts que vous allez gagner. Pourtant, le PEL a perdu 1 point en un an, passant de 2,5 à 1,5% au 1er février 2016. Une baisse symbolique selon les observateurs, car pour un placement de base de 45 € par mois pendant 4 ans, la différence entre un taux de 2% et celui de 1,5% sera seulement de 18 €. 18 € d'écart, ça fait, par versement, ça fait moins de 30 centimes, quoi, à peu près. Donc ça n'a aucun poids. Je pense que c'est symbolique, comme le taux du livret A, par exemple. Une baisse symbolique donc, mais les propositions d'ouverture de PEL ont largement augmenté dans les banques depuis l'annonce de la baisse du taux. Et puis, autre changement ce lundi, le tarif des péages. À partir donc du 1er février, le prix augmente en moyenne de 1,12%. Entre Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon, par exemple, eh bien, vous paierez 10 centimes de plus selon la future grille tarifaire de Vinci. La Vendée, premier département du Grand Ouest, a lancé le permis de chasse à 0 €. Depuis le 1er janvier, tout nouveau chasseur se voit offrir pour 1 an sa formation et son permis. Une initiative soutenue par le conseil départemental et qui a pour objectif de recruter 800 nouveaux chasseurs cette année. Car depuis 5 ans, eh bien, la Fédération départementale des chasseurs de Vendée enregistre une baisse de 2% de ses adhérents. Il faut donc renouveler les troupes. Écoutez. Autrefois, d'ailleurs, tous les agriculteurs étaient quasiment chasseurs. Aujourd'hui, on a de moins en moins de chasseurs parmi le monde rural, par le monde agricole. La transmission qui se faisait du plaisir de la chasse parent-enfant a aussi diminué. Et certains chasseurs se ferment sur eux, ce qui n'est pas bon pour effectivement accueillir des nouveaux chasseurs. Et dans l'opération permis à 0 €, l'objectif est de faire comprendre à tous les chasseurs vendéens d'ouvrir leur territoire. Elle est l'une des pierres les plus importantes de l'art rupestre du Grand Ouest, la pierre des Merlières ou pierre des Farfadets. Elle se trouve au Poiré-sur-Vie. Elle a été étudiée par un groupe de chercheurs, archéologues et anthropologues. Ils ont d'ailleurs sorti récemment un ouvrage sur l'art rupestre, soit l'art sur pierre. Et à cette occasion, nous avons donc tenté de percer les secrets que renferme ce fameux rocher qui daterait de moins de 1000 ans avant Jésus-Christ. Reportage Grégoire de Châtillon. Gérard Benetto est préhistorien. Il est sûrement l'un de ceux qui connaît le mieux ce joyau de l'art rupestre situé au Poiré-sur-Vie. On l'appelle la pierre de la Merlière ou bien pour la légende, pierre des Farfadets. Classée monument historique depuis 1939, elle abrite un nombre considérable de gravures, appelées pétroglyphes, que l'on distingue très bien sur la photo de couverture de l'ouvrage. L'avantage, c'est qu'il y a véritablement toute une histoire, probablement, racontée sur cette pierre. Le relevé des gravures l'a démontré. Il y a une véritable scène, peut-être cérémonielle, qui a été gravée et qui est complètement entourée par d'autres gravures, entre autres ce personnage portant des haches. Ici, vous avez la tête, les bras, le corps et 2 croix que nous interprétons comme étant un personnage qui porte 2 haches qu'il présente au-dessus de lui de chaque côté. Des formes de croix, des cercles, plus un personnage gravé sur ce curieux mégalithe en granit de 12 tonnes. Le mystère demeure, en tout cas, entre la fin du néolithique et le début de l'âge de bronze, l'homme y a laissé ses messages.
bien avant l'écriture, bien avant même sans doute l'idée de l'écriture. Dans notre région aussi, il y avait des transmissions de messages, peut-être même de cérémonies qui ont pu être transcrites sur la pierre. Et la façon dont ces transcriptions ont été réalisées, c'est ce que nous étudions. Nous avons essayé de comprendre comment ont-ils pu transmettre aux générations futures, et ça c'est encore une idée, les réalisations sociales qu'ils ont pu mettre en place à une période très reculée de notre histoire. L'art rupestre est davantage étudié en Vendée depuis une vingtaine d'années. À travers ce premier ouvrage, 12 sites du Poiré-sur-Vie sont ainsi étudiés de près et présentent les conditions de découverte de cet art et les interrogations que posent ces gravures. C'est aussi un des objectifs de cette publication, c'est de montrer que lorsque l'on passe près d'une pierre avec quelques petits trous dessus, quelques petites gravures, ce ne sont pas des gravures faites par le temps, ce ne sont pas des gravures, j'allais dire, pour passer le temps que les hommes ont fait là. Il y a véritablement un message qui a voulu être transmis par-delà le temps pour les populations qui suivraient ceux qui l'ont fait. Si vous croisez une grosse pierre au bord d'un chemin, vous ne la regarderez peut-être plus de la même façon, elle pourrait, elle aussi, cacher bien des mystères. Et puis, autre pan de notre patrimoine, le Marais Poitevin, le parc naturel régional qui s'étend sur 3 départements, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et la Vendée, veut développer sa clientèle. Chaque année, 1 410 000 visiteurs viennent profiter du calme et de la beauté des paysages. Une clientèle qui est à 94% française. Alors, pour attirer encore plus de touristes, les 3 départements ont travaillé ensemble sur un nouveau logo et une nouvelle marque, Destination Marais Poitevin. Écoutez Stéphane Villain, vice-président du parc. Il y a des clientèles spécifiques qui viennent sur ce parc aujourd'hui. Ce sont souvent des seniors qui profitent. Nous, on va essayer d'aller chercher des familles avec les enfants. Donc, on va aller chercher, j'en ai parlé bien sûr, des clientèles étrangères. On va faire en sorte que les Charentais-Maritimes, les Deux-Sévriens et les Vendéens se le réapproprient, etc., etc. Et puis voilà, c'est ça c'est de dire mon parc naturel d'attraction du Marais Poitevin. C'est chez vous, venez chez vous, bienvenue chez vous. On ouvre maintenant notre page sport avec un mot sur le chrono des nations. Nous l'avions déjà évoqué dans une précédente édition. La célèbre course vendéenne traverse en ce moment une période de turbulence. 12 des 13 membres du bureau directeur ont démissionné début janvier, évoquant des désaccords avec le président fondateur de la course, Christian Tessier. Ce vendredi, une réunion du conseil d'administration a donc été décidée. Le but est d'informer les 42 membres de la situation et de trouver un compromis, car tous se rejoignent pour dire que la course doit continuer d'exister. En sport, toujours, les rencontres de National. En football, ce vendredi, Luçon reçoit le dernier du classement, Fréjus-Saint-Raphaël. Coup d'envoi à 20h. Les Herbiers, eux, auront pour adversaire Bastia. Coup d'envoi également à 20h. Je vous propose maintenant un petit moment de douceur avec l'orchestre d'harmonie de Chaland. Il se produit dans le cadre de la folle journée ce week-end. Et c'est aussi la seule formation présente la semaine suivante à Nantes. Et pour éviter les fausses notes, les musiciens ont suivi 2 masterclass sous l'œil expert d'un chef d'orchestre nantais, Frédéric Auster. Reportage à Chaland, Alix Lanos. Ils sont 55 musiciens et doivent jouer comme un seul, en harmonie. Et ce soir, la pression est double pour l'orchestre d'harmonie de Chaland. S'ils joueront comme beaucoup d'autres orchestres amateurs dans le département pour la folle journée en région, c'est en effet le seul ensemble vendéen qui se produira également à Nantes. On est plus proche des pros, oui, c'est vrai. Après, nous-mêmes, on reste un ensemble amateur. Donc, par contre, on est content effectivement de se défendre et puis d'arriver à aller sur scène à Nantes. C'est très très valorisant parce que le public de la folle journée, surtout à Nantes, ce sont des grands mélomanes, des grands connaisseurs. Donc on se doit de présenter un spectacle de qualité. Sinon tout de suite, évidemment, il y aura une qualité qui ne sera pas très positive. Donc pour nous, c'est très valorisant et très très motivant. Sous la direction de Julien Tessier, les musiciens s'appliquent et se concentrent. Dans les gradins, un homme ne perd pas une miette de la répétition.
Comme chaque année, Frédéric Oster, le chef d'orchestre de la Philharmonie de Nantes, est venu écouter et surtout conseiller ses musiciens amateurs. Sur la fin, je pense qu'il faut peut-être commencer à décroître avant que l'orchestre se termine. Ils attendent aussi de voir un peu ce que je vais leur dire, si je valide un peu leur travail ou s'il y a des choses à corriger. Et quand il y a des choses qui sont pas sur la bonne piste, je leur dis aussi, mais ça fait 10 ans que je les connais, donc c'est en toute amitié. C'est pas précis. On peut détailler que les doubles croches déjà. Si le chef d'orchestre ne mâche pas ses mots, la complicité et l'humour semblent ici néanmoins de rigueur. C'est bien le güiro, ça va bien aussi. Ouais, je préfère peut-être le tambourin. C'est parce que tu sais pas en jouer du güiro. Moi, je suis très fort au güiro. Les éléments de la nature d'Hermann Paluber ou encore l'oiseau de feu d'Igor Stravinsky, l'orchestre jouera donc fièrement ses pièces à Chaland dimanche 31 janvier, puis le 6 février à la Cité des Congrès de Nantes. Un mot de météo maintenant avec ce vendredi, un ciel plus lumineux. Le sud du département devrait profiter de belles éclaircies. Au nord, le temps reste plus mitigé. Le détail des prévisions, c'est bien sûr dans un instant avec Armelle Pavageau. Nous arrivons à la fin de cette édition et on se quitte sur un anniversaire, celui de TV Vendée. Il y a 8 ans, jour pour jour, votre télévision diffusait son tout premier journal d'information et ses premières émissions. Je vous laisse donc avec ces quelques images du lancement et je vous dis à demain. C'est le lancement officiel de Télé Vendée le premier jour, ce 28 janvier. Et pour cette première, nous vous proposons une plongée au cœur des coulisses de la chaîne. Regardez. C'est nouveau. Et top magnéto. Il donnera un aperçu de son immense talent et conseillera les batteurs amateurs vendéens le temps d'une masterclass exceptionnelle. Attention, caméra 1. On élargit sur la caméra 1.